C'est News, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de politique, mais d'abord de l'Ukraine. Un hôpital pédiatrique a été bombardé hier à Mariupol. Plusieurs dizaines de blessés. On franchit chaque jour un cap dans l'horreur, dans cette guerre russe. Est-ce qu'il s'agit d'un crime de guerre? C'est ce que dit le président Zelensky. Est-ce qu'il faudra un jour traduire Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale pour ces crimes? Ce qui est en tout cas tout à fait certain, c'est que nous sommes face à une escalade et une volonté manifeste des Russes de vouloir à terme peut-être faire tomber le gouvernement ukrainien. Donc pour cela, bien évidemment, il y a des cibles qui sont touchées et il y a des faits extrêmement graves comme celui que vous venez de citer, d'où l'impérieuse nécessité de tendre vers la médiation et vers la désescalade et donc d'essayer d'obtenir qu'il puisse y avoir un pas de part et d'autre, comme le souhaite d'ailleurs le gouvernement israélien et d'autres pays. Et je l'espère la France, pour qu'on puisse protéger les Ukrainiens, qui est la première des nécessités dans cette guerre. Est-ce que, encore une fois, Vladimir Poutine devra rendre compte de ces crimes de guerre devant une juridiction internationale? Bien sûr, il faudra de toute façon qu'il rende compte dans tous les cas. Maintenant, moi, je n'ai pas le détail sur la volonté délibérée ou pas de cet acte. Bien évidemment, de toute façon, à partir du moment où des civils peuvent être touchés, c'est absolument insupportable. C'est un engagement qui avait été pris en plus côté russe de ne pas s'en prendre aux civils. D'où, une fois de plus, c'est le même sujet que pour la centrale nucléaire. Alors, c'était des bâtiments administratifs qui avaient été touchés, mais on a pu frôler la catastrophe. Et donc, si on veut assurer la sécurité du continent et des Ukrainiens, une fois de plus, la France a un rôle à jouer, non pas pour être dans une démarche de va-t-en-guerre et de compétition de rapport de force, mais pour être dans un cadre de médiation. Vladimir Poutine, vous en disiez du bien il y a quelques années. Évidemment, au vu de la situation, vous avez changé d'optique. Vous disiez pouvoir dîner avec lui, ça serait intéressant, que c'était un patriote et pas un dictateur. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. J'ai dit que ça m'intéresserait de pouvoir dîner avec Vladimir Poutine au regard de son expérience du pouvoir. Voilà, j'ai pas dit que je voulais passer des vacances avec lui. Donc bon, c'est une réponse un peu informelle dans un cadre informel. Et puis évidemment, la situation a changé. Moi, je n'ai aucun problème à dire aujourd'hui que le responsable de la violation des frontières ukrainiennes et Vladimir Poutine, que c'est lui qui a provoqué cette guerre, même si après il peut y avoir toute la partie justification sur comment on en est arrivé là, parce qu'évidemment en géopolitique ça n'est jamais tout blanc et tout noir, mais ça n'est plus le temps de la justification. Aujourd'hui c'est le temps de la solution et c'est le temps de la réponse. Et c'est ça qui nous intéresse, notamment dans la volonté du président Emmanuel Macron à travers ce sommet. Voilà. Et de sanctionner la Russie. Les 27 se réunissent, vous l'avez dit aujourd'hui et demain à Versailles, pour tenter de trouver une réponse coordonnée à cette agression russe. Il y a le volet évidemment d'élargissement de l'Union européenne avec la possibilité de faire entrer l'Ukraine. Et puis, il y a aussi la question de l'embargo sur le pétrole et le gaz russe. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Est-ce qu'on peut se priver du pétrole et du gaz russe? Alors, c'est justement là le cœur du sujet et c'est intéressant. C'est que vous voyez bien que côté américain, les réponses et les sanctions ont été calibrées. Ils ont décidé de faire un embargo, mais parce qu'ils ne dépendent pas du tout du gaz russe et ils dépendent très peu du pétrole russe. Donc, la situation européenne est totalement différente. La situation allemande notamment est totalement différente et donc il ne faut pas que nous tirions une balle dans la tête et il faut que nous soyons intelligents et capables d'apporter des sanctions qui ne soient pas durement et très durement même payées par les Français en particulier, puisque vous savez qu'avant même que cette guerre ne débute, nous étions déjà face à une crise structurelle de l'offre et de la demande sur le plan énergétique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il ne me semble pas extrêmement pertinent de la part d'Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission, de s'avancer sans mandat, sans légitimité et sans concertation sur des déclarations qui expliquent aujourd'hui, elle est pour amorcer l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, parce que c'est évidemment non pas un moyen d'espérer la désescalade, mais un moyen au contraire d'envoyer des signaux d'agressivité supplémentaire dans cette guerre qui ne vont pas faire en sorte qu'on puisse mettre Vladimir Poutine autour de la table. C'est surtout symbolique, on sait le temps que prend un processus d'adhésion. Ce sont des années et des années. C'est symbolique. Vous savez que le symbole en politique est très important. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on dit que l'Union européenne avance uniquement dans les crises. Emmanuel Macron va réunir donc ce sommet qui a aussi vocation à parler de l'indépendance stratégique de l'Union européenne, parce que vous savez qu'à travers le Covid et à travers cette guerre, c'est une crise de la mondialisation et l'interdépendance en fait qui est en train de se révéler, et on se rend compte qu'il n'y a pas de puissance européenne autonome. Ce qui me pose une difficulté dans ce que je vois se dessiner, c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui, fidèle en cela d'ailleurs à l'histoire traditionnelle française, plaide pour le fait que la France soit au cœur du dispositif de défense européen, mais nous n'allons pas vraisemblablement aller vers une défense autonome européenne. Nous allons aller vers plus probablement un renforcement de la jambe otanienne en Europe, Avec... Certains pays n'en veulent pas. Exactement, parce que la position est minoritaire et qu'Emmanuel Macron n'est pas parvenu à faire changer cela, avec un achat supplémentaire
d'armes américaines, notamment on l'a vu en Pologne, on le voit aujourd'hui en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est d'autant moins souhaitable, et c'est pour ça que j'espère que ça n'avancera pas, on en a parlé à l'instant, qui dit défense européenne dit diplomatie européenne. Or, on voit bien que la diplomatie européenne est quand même une diplomatie extrêmement hasardeuse. On a parlé à l'instant des propos de Madame Ursula von der Leyen, mais que de surcroît, c'est évidemment un moyen de désosser l'armée française. Et donc, je m'inquiète un peu de cela, parce que plutôt que le renforcement de la branche européenne de l'OTAN, je crois qu'il serait plus judicieux qu'Emmanuel Macron investissent dans la sécurité des Français, dans une armée française indépendante. A priori, il n'est pas question de désosser l'armée française, au contraire, de la renforcer, puisque le budget de la défense a été augmenté régulièrement au cours du quinquennat. Augmenté, très bien, mais le problème, c'est que lui défend l'idée précisément d'une défense européenne. Qui veut dire défense européenne, veut dire interdépendance, veut dire mutualisation, donc veut dire diplomatie commune. Et on voit bien que sur ce sujet en particulier, il n'est pas dans l'intérêt de la France de s'aligner sur une diplomatie commune européenne, parce que sa position est minoritaire. Je rappelle, c'est une position d'équilibre, de volonté de médiation. Et donc c'est vrai que j'espère que cette crise ne va pas, comme l'a fait d'ailleurs le Covid avec le budget, vous savez, européen, accélérer la fédéralisation de l'Europe, comme le souhaite manifestement Emmanuel Macron. La question des réfugiés, elle est aussi majeure. 2 millions, plus de 2 millions de personnes ont déjà fui leur pays. On peut monter jusqu'à 5 voire 10 millions selon l'ONU. Éric Zemmour a clarifié sa position sur les réfugiés. Dans un premier temps, il ne voulait pas en accueillir en disant qu'ils veulent rester dans les pays limitrophes. Certes, un certain nombre d'entre eux veulent rester dans les pays limitrophes. L'immense majorité même. Oui, mais d'autres arrivent en France, et vous le savez, mais... et souhaitent reconstruire leur vie dans des conditions évidemment beaucoup plus paisibles. Si le conflit dure, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut faire des vrais camps de réfugiés en Pologne et en Roumanie, quitte à ce que cela dure des mois, ou est-ce qu'il faut accueillir dignement un certain nombre de ces Ukrainiens qui veulent venir dans notre pays ? De toute façon, la position est très claire. Aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que l'immense majorité des Ukrainiens, malgré tout, je confirme cela, et c'est ce qui révèle tous les reportages qui sont faits, y compris par votre chaîne. Aujourd'hui, parce qu'on est à 15 jours d'agression, quand on en sera à 6 mois, tout à fait, et on ne le souhaite pas, il y aura peut-être une autre l'urgence, c'est d'apporter et de répondre aux besoins des Ukrainiens. Donc les Ukrainiens qui souhaitent aller dans les pays limitrophes pour rester près de leur famille et ne pas s'éloigner davantage du territoire qui est le leur, il faut pouvoir leur apporter immédiatement une aide humanitaire, logistique, sanitaire, financière à ces pays. Ça pourrait d'ailleurs commencer par le fait de lever les sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Pologne. Vous savez qu'ils courent toujours pour de mauvaises raisons politiques selon moi. Donc ça, c'est la priorité. Ensuite, si un certain nombre de réfugiés souhaitent venir en France pour diverses raisons, parce qu'ils y ont de la famille ou des attaches, Éric Zemmour, bien sûr, a dit qu'il n'y avait pas de difficulté à cela. D'ailleurs, la France s'organise pour cela. J'attire néanmoins votre attention sur une chose qui a été révélée par vos confrères du Figaro hier et par d'autres de vos confrères. Il y a aujourd'hui, manifestement, et sur les 5000 arrivées depuis le 25 février qui ont été recensés de l'Ukraine, un tiers de ces réfugiés dits ukrainiens qui en fait ne sont pas de nationalité ukrainienne et dont une majorité, semble-t-il, sont en tout cas beaucoup algériens, marocains. Et qui viennent d'Ukraine. Exactement, et qui arrivent d'Ukraine et qui manifestement... Donc il faudrait les trier à la frontière. Et qui ont manifestement profité de l'ouverture et du couloir qui est aujourd'hui mis en place de l'Ukraine vers l'espace Schengen, parce que vous savez qu'une fois qu'ils rentrent dans l'espace Schengen, ils ont la libre circulation dans tous les pays, pour pouvoir profiter de ce passage et donc s'insérer dans ce dispositif. Donc j'alerte juste sur le fait... J'entends, et Éric Zemmour l'a souligné aussi hier, mais c'est la même détresse, il fuit les mêmes bombes a priori, et la même situation désastreuse. Ils ne sont pas en Ukraine, ils ne vivent pas en Ukraine, ils ne sont pas ukrainiens, ce sont des gens qui... Mais ils fuient la même chose, la guerre. Non, et là, ils ont voulu profiter du passage et du couloir qui a été amorcé vers l'ouverture de Schengen pour pouvoir s'infiltrer dedans et rentrer dedans. Ce sont des gens qui sont venus volontairement en Ukraine. Ce n'est pas des gens qui y vivaient depuis toujours avec leur famille. Donc c'est tout à fait différent. Et c'est vrai que je pense qu'il est important d'y être attentif et de ne pas, surtout, j'insiste là-dessus, de ne pas faire de la détresse des Ukrainiens qui est réelle un enjeu électoral ou un enjeu d'image, ou un enjeu d'émotion. Je pense qu'il faut savoir raison garder là-dessus et être surtout concentré sur de quoi ils ont besoin et comment être efficace. Vous avez rallié récemment Éric Zemmour lors d'un meeting à Toulon, on va en parler dans un instant. Les sondages donnent aujourd'hui Marine Le Pen largement en tête devant Éric Zemmour. Vous étiez pour une candidature unique derrière le mieux placé. Il n'y a pas de candidature unique, mais c'est elle qui est la mieux placée. On va juste écouter ce qu'elle me disait à propos de cette défection probable de votre part il y a quelques jours sur CNews. Écoutez, je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. Vous comprenez cette émotion ?
Moi, je ne nie pas du tout qu'il puisse y avoir une difficulté humaine particulière. Croyez-moi, ça n'est pas facile non plus de mon côté. Je ne veux pas, en revanche, aller du tout sur le terrain personnel et familial et vous faire part de mes états d'âme, parce que je pense que ça ne regarde pas l'espace public et que ça ne concerne pas les Français. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est politique. Mais il est aussi personnel et familial. Alors, vous savez, dans notre famille, tout est imbriqué. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand Marine Le Pen défendait une ligne et une stratégie que moi je ne partageais pas quand j'étais au sein du Front National, ça ne l'a pas obligée de l'imposer, et de l'imposer parfois de manière très dure, malgré nos liens familiaux. Enfin, elle l'a fait également à l'époque en conscience face à l'égard de Jean-Marie Le Pen lorsqu'elle a exclu du Front National, parce qu'elle considérait que c'était la juste chose à faire et que ses convictions passaient avant le reste. Aujourd'hui, moi je ne fais pas autre chose d'une certaine manière. Et c'est vrai que j'essaye aujourd'hui de regarder ce qui est le plus pertinent pour la victoire de ce que je peux qualifier du camp national. Et je crois que de ce point de vue, indépendamment des photographies, de chiffres, des sondages, et en venant du Front National, croyez-moi, j'ai appris à largement relativiser ces éléments. Les sondages. Je pourrais vous donner moult exemples de moments où ils ont été démentis. Je crois qu'Éric Zemmour aujourd'hui a des cartes en main que Marine Le Pen n'a pas. Voilà, sur le plan politique, je pense à sa capacité de rassemblement éventuellement. Voilà, exactement, notamment à droite. Je pense à sa capacité à briser le cordon sanitaire, et on le voit avec des déclarations comme celle, par exemple, de François-Xavier Bellamy, d'Étienne Blanc, qui est sénateur LR. Je pense à Éric Ciotti également, qui a dit qu'en cas de deuxième tour... Vous les appelez à vous rejoindre. Face à Emmanuel Macron, il voterait Éric Zemmour, chose qu'il n'aurait jamais fait à l'égard du Rassemblement national. Je pense qu'il a une cohérence et une vision qui, aujourd'hui, peuvent lui permettre de créer la surprise. Voilà. Et puis, si vous voulez, une fois de plus, les 2 dernières élections présidentielles, malheureusement, ont été perdues par le Front National. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps d'essayer de reconstruire autre chose ailleurs. Est-ce que ce n'est pas prendre le risque de faire mettre en péril la candidature de Marine Le Pen? Elle dit, voilà, nous pourrions être très puissants sans la candidature d'Éric Zemmour. Et en parlant de vous, vous affaiblissez le camp national. C'est la bataille. Je ne crois pas du tout à cela. Et d'ailleurs, je pense que plutôt que de se figer sur les sondages qui sont toujours utilisés quand ça sert et rejetés quand ça dessert, je pense que Marine Le Pen devrait accepter, par exemple, le débat que lui propose Éric Zemmour depuis longtemps et qu'elle, manifestement, elle refuse obstinément. Parce que je crois que si elle se considère qu'elle est la plus crédible, la plus légitime, il faut qu'elle puisse le prouver et laisser les Français en décider à travers le... Vous lui avez proposé ça, qu'elle le fasse? C'est Éric Zemmour qui lui a proposé en direct, c'est lui le candidat. Vous lui parlez plus du tout je crois Marine Le Pen? Malheureusement, on a des relations un peu compliquées en ce moment, vous le comprendrez, sur le plan politique en tout cas. Mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est que comme Emmanuel Macron, je pense que le débat, il ne peut pas se faire en survolant l'élection et en refusant la confrontation des idées. Donc je trouve que puisqu'il y a cette position qui est prise à l'égard d'Éric Zemmour, plus des arguments d'ailleurs assez étonnants, diabolisateurs et utilisés par la gauche. Je pense notamment au fait d'expliquer qu'il y a des nazis dans la guerre civile. Et qu'il y a des nazis dans le camp. Oui, des choses que j'ai entendues pendant des années. Vous les avez vus, ces nazis, vous, dans le parti Reconquête? Je les ai pas vus. Je les ai pas vus, et bien évidemment. Et je suis d'autant plus attristée que c'est des arguments que j'ai entendus contre le Front National pendant très longtemps à l'égard de la gauche. Donc voilà. Moi, je crois que dans ces conditions, si on veut que les Français ne se fassent pas confisquer cette élection à la fois par Emmanuel Macron et à la fois dans le camp national, acceptons le débat d'idées et organisons ces débats et avançons comme ça et parlons politique. Et après, pour vous, pour la suite, ce serait quoi? Une candidature aux législatives, d'autres échéances électorales? Alors, pour être honnête, j'y suis pas du tout pour l'instant, puisque l'absolue priorité, c'est évidemment les présidentielles. Et vous le savez, dans nos institutions, penser les législatives sans penser les présidentielles, c'est absurde. Donc, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui sur le fait que je serai candidate ou pas. Et notamment parce que, alors j'en ai fait la confidence parce que je suis censée accoucher au moment du deuxième tour de ces élections. Mais c'est pas une maladie. C'est pas du tout une maladie. On peut travailler et être enceinte. Mais 1000 fois. Encore faut-il être capable d'aller au bout sur le terrain. Moi, j'aime pas faire les choses à moitié, donc je veux être suffisamment en forme pour pouvoir mener cette bataille efficacement. Mais comme je vous le disais aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord d'emmener Éric Zemmour au second tour et après le second tour vers la victoire. C'est qu'il y a un vote caché, Éric Zemmour, aujourd'hui, puis il est largement derrière Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Il y a un vote caché pour vous? Après, largement et très largement, ça dépend des sondages quand même. Il faut savoir 17% en moyenne, contre 12%. Ça, c'est le sondage en effet qui est paru sur votre chaîne il y a quelques temps. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a quand même la plupart du temps un écart qui est dans la marge d'erreur. Et c'est vrai qu'on doit apprendre à se méfier des sondages. Rien qu'aux dernières régionales, si on devait prendre un exemple précis, il y a plusieurs sondages qui ont montré notamment
en PACA la victoire inexorable du Rassemblement national dans tous les cas de figure, et qui a abouti à une défaite. Voilà, donc il faut savoir, je pense, raison garder là-dessus. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a un souffle sur le terrain quand on a un mouvement qui, en 3 mois seulement, arrive à 100 000 adhérents, à mobiliser comme il mobilise, ce qu'il est quasiment le seul aujourd'hui à réussir à faire. Il me semble qu'il y a quand même des indicateurs qui pourraient laisser entendre que ce premier tour est loin d'être joué. Marion Maréchal était l'invitée de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être Merci à venue vous. ce matin. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.